Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans À un pixel près. Je m'appelle Thomas Carnisser, et on va parler aujourd'hui de un collectif d'artistes qui est devenu finalement créateur de jeux de société, qui maintenant s'appelle Contrôle Zèbre Édition. On a discuté avec Alex et Alexis. Ce sera Alex qui parlera en premier dans cet entretien assez intéressant, où ils nous ont expliqué finalement l'ensemble de leurs jeux sur lesquels ils sont en train de travailler, mais aussi un petit peu leur parcours et là où ils se dirigent. On écoute ça de suite. Alors ça va être assez compliqué, mais en gros Contrôle Zèbre, avant d'être une maison d'édition, c'est une association qu'on a montée post-Covid. Ouais, c'est comme ça qu'on dit, après le Covid du coup. En fait, nous, on est issus de la même école d'art sur Nantes, et en fait, on a voulu monter un espace de coworking artiste-auteur dans Nantes, et du coup, on a monté une association où on loue des bureaux pour les artistes-auteurs à Nantes. Donc, on est 12 en gros. Et au sein de cette association, on a créé la maison d'édition pour faire des projets éditoriaux. Donc, on fait pas que des jeux, mais on fait surtout des jeux pour l'instant. Et voilà, du coup, comment c'est arrivé. Et là, pour le coup, vous avez déjà 2 jeux terminés. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Ouais, je vais parler de Quintessence et Alex parlera de Crapule, du coup. Donc, on a même 3 jeux terminés, parce qu'on a un jeu aussi qui est plus édité, qu'on a édité il y a 2 ans, et c'est le premier qu'on a fait, en fait. Et on en a plus, donc il est plus édité pour l'instant. On espère pouvoir le rééditer. Donc on a Vermine du coup qui est ce jeu-là qui est plus édité, qui a été un jeu de deck building avec des insectes. Quintessence du coup qui est un jeu de bataille en arène plutôt stratégique où on va incarner un champion et on va se battre dans une arène, gagner des points de victoire pour être le joueur qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie. Grosse particularité du jeu, c'est qu'au début de la partie tu vas construire l'arène, donc chaque joueur construit l'arène avec une tuile. Et la mort n'est pas pénalisée dans le sens où quand tu meurs, quand ton perso est éliminé, il revient avec des compétences en plus. Donc ça donne un second souffle en gros, et ça joue sur le contre-pied du fait que souvent dans les jeux d'arène, quand on est mort et puis on a perdu quoi. Et du coup, il y a Crapule, donc c'est le jeu qu'on vend actuellement. En fait, c'est le seul jeu qu'on vend actuellement pour l'instant. Et c'est un jeu qui peut jouer de 4 à 12. Et c'est un jeu qui joue en équipe de 2 ou 3. Et en fait, la base du jeu, c'est un jeu de bluff, de parlante, il va falloir vachement communiquer entre les équipiers, et de fourberie aussi. Il y a pas mal de chaos dans le jeu. En fait, en gros, on incarne des gangs des animaux des poubelles. Donc il y a le gang des chats, des pigeons, des ratons laveurs et des rats. Et au milieu, on étale des cartes qui font la poubelle. Et en fait, le but, c'est de récupérer le plus de déchets comestibles qui rapportent des mouches. Les mouches, c'est les points de victoire. Et en tout, il y a 4 tours de jeu. Vous allez pouvoir prendre des cartes, retourner des cartes, voler des cartes adversaires, vous donner des cartes entre vous. Et celui qui a le plus de mouches a gagné, en gros. C'est ça. Et alors, ce qui est intéressant justement avec ce jeu-là, c'est que on parlait du fait de rééditer un jeu qui n'était plus. Là, cette fois-ci, il y a 4 boîtes, puisque c'est à chaque fois à l'effigie d'un des gangs. Est-ce que ça n'a pas été justement trop compliqué de produire 4 boîtes différentes, ou est-ce qu'au contraire, même en jeune maison d'édition, c'est jouable d'avoir justement ces boîtes personnalisées ? En fait, au début, on pensait que ça allait être compliqué. En fait, on s'est dit où on fait une seule boîte, mais il fallait trouver quel visuel faire, sachant qu'il y avait 4 gangs. Et c'est moi qui leur ai proposé qu'on fasse 4 boîtes, ça aurait pu être marrant. Et Alexis a vérifié auprès du fournisseur. Et finalement, c'était pas beaucoup plus cher, quoi. En fait, ça a un coût supplémentaire, mais qui est pas non plus exorbitant. Même sur la première production, parce que notre première production du jeu, on l'a fait en France, parce que c'était une volonté qu'on avait. Ça nous a pas non plus augmenté les coûts de manière drastique, et en fait on s'est dit on voulait aussi se faire plaisir sur le jeu, et on trouvait ça vraiment plus marrant d'avoir 4 boîtes puisqu'il y a 4 gangs, sentiment d'appartenance. Quand on a fait lancer le jeu sur Ulule, quand on a fait la campagne, on jouait beaucoup sur le fait de quel gang vous préférez, choisissez la boîte du gang que vous préférez. En fait oui, c'est plus cher, pas de beaucoup. Et en fait, on y gagne aussi sur, tu vois, sur les gens qui en parlent. Ah, c'est marrant, il y a 4 boîtes. Ouais, ça marque les gens. Voilà, c'est ça, c'est un truc qui rentre dans l'esprit des gens. Et on s'est dit, peut-être que des gens achèteront les 4 pour collectionner. Ce n'est jamais arrivé. Un jour peut-être. Donc, on verra, peut-être un jour. Mais même moi, je n'ai pas les 4 boîtes. Donc, on les a à l'entreprise, mais pas chez moi, j'ai pas les 4 boîtes. Et du coup, en plus, il y a une extension qui est sortie. Donc, il y a cette idée, donc, dans la campagne, c'était déjà... Dès le départ, on va faire 4 boîtes, ou c'est vraiment par rapport à cette campagne Ulule que vous vous êtes dit, tiens, maintenant on a les moyens
entre guillemets, les moyens de nos ambitions? Non, en fait, dès le départ, on l'avait décidé. On l'a vendu directement comme ça. Parce qu'en fait, sur la campagne Ulule, si on avait direct dit... en fait, si on n'avait pas montré les boîtes, ça aurait été déjà aussi plus dur à vendre. Et en fait, on s'est dit, on le fait. On a vraiment envie que ça soit comme ça. Donc, on le fait, on y va. Et en fait, on s'était dit, la première édition, on la fera comme ça. Et si vraiment c'est trop galère ou qu'on s'y retrouve pas, la deuxième, on fera qu'un visuel. Mais en fait, c'est vraiment... c'est un petit coup en plus, mais c'est vraiment pas... sur des mass prod, ça change pas tellement que ça, quoi. En fait, c'est juste l'imprimeur, au lieu de faire le même visuel de boîte, il en fait 4 différents. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Enfin, il y a d'autres jeux qui avaient déjà fait ça, qui ont réussi à le faire. Et nous, ça a du sens dans notre jeu. Parce que voilà, c'est 4 gangs, voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a fait. Si ça n'avait pas eu de sens, on l'aurait pas forcément fait, quoi. Et une question que j'aime beaucoup poser, mais côté jeux vidéo, c'est pour justement Crapule, c'est qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce que c'est la mécanique de jeu d'aller chercher en fait les cartes avec ensuite le thème, ou est-ce que c'est au contraire le thème avec potentiellement la direction artistique et où vous vous êtes dit ah ouais, mais ce serait marrant en fait que ces personnages-là en fait ils fassent ça, ouais. Exactement. Mais c'est marrant que tu poses cette question parce que moi j'aime bien y répondre parce que j'ai une façon de faire des jeux très particulière. Souvent les auteurs de jeux vont dire moi je réfléchis aux mécaniques et après je mets un thème. Moi je fais l'inverse, c'est-à-dire que je trouve un thème, je me dis ah putain ça devrait être trop marrant de jouer tel personnage ou de faire tel truc et tout. Et là pour le coup ouais, c'était vraiment en fait après Vermine, donc le premier jeu que j'ai fait, je me suis dit ah putain ce serait trop drôle de jouer des gangs d'animaux des poubelles qui se battent, pourquoi ils pourraient se battre, des déchets, voilà. Et j'avais juste ce truc là au début, me dire ok c'est des gangs, ils se battent pour des déchets et le but c'est d'être le gang qui possède le plus de... En gros les déchets c'est la nourriture, c'est leurs ressources, tu vois, et c'est d'être le gang qui a le plus de ressources, donc ils se battent, c'est des gangs, voilà. Et du coup après je me suis dit parce que du coup c'est moi qui ai fait les mécaniques de jeu et Alex du coup après je l'ai sollicité pour faire les dessins. Je me suis dit comment je pourrais mettre ça en place, qu'est-ce qui pourrait être marrant. Donc l'idée du tas de cartes est venue assez vite, mais après il y a des choses qui ont évolué. Mais oui non, moi c'est surtout la thématique du jeu avant les mécaniques, ouais. Et est-ce que justement à un moment donné quand Alex, tu commences à travailler justement sur cette direction artistique, tu te donnes vie aux différents personnages, on voit que Crapule, donc ça fonctionne par équipe. À un moment donné, chaque gang a ses différentes spécialités en fait. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit tiens, ce serait intéressant de développer ça au-delà de l'univers du jeu de cartes où on est sur le jeu de cartes par équipe, etc. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit tiens, on pourrait en faire une bande dessinée ou on pourrait faire vraiment du transmédia? On y a pensé, on en a un peu parlé. Je t'avais dit que ce serait marrant qu'on fasse une petite BD pour accompagner le jeu. Putain, on l'a jamais fait, mais en fait, on pourrait le faire un jour. C'est possible. Parce qu'il y a plein de gens qui nous disent que ça aurait pu être des personnages de dessins animés ou des trucs comme ça. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas le temps, on n'y a pas pensé, mais ça pourrait. Oui, c'est quelque chose qui s'envisage. Après, c'est vrai que en fait, il n'y a pas de scénario. En fait, et alors vite fait derrière la boîte du jeu, j'ai écrit une phrase pour vite fait expliquer l'univers, le machin. Mais c'est des trucs qu'on a trouvé vraiment à la dernière minute. On s'est dit oh là là, faut écrire un truc. Ok, c'est des. Je sais pas si t'as lu derrière la boîte, mais c'est écrit. Des gangs de crapules se battent menés par des caïds. À Cradoville. À Cradoville, voilà. C'est genre en mode, je fais ok, faut que je trouve des trucs. Ok, on avait l'idée de faire crapule avec un K pour se distinguer. Je fais ok, je vais réutiliser ce truc de K tout le temps. Cradoville avec un K, les caïds avec un K. Du coup, on a juste gardé ce truc-là, mais non, ouais. Après, oui, c'est complètement un truc qu'on pourrait se dire, ok, l'univers nous plaît, nous parle. De toute façon, il nous parle et il nous plaît parce qu'on l'a fait dans le jeu. Oui, on pourrait en faire autre chose, une BD, ce qu'on voudrait, quoi. Surtout que nous, là, on a l'avantage d'être aussi multicasquette sur ces aspects-là, quoi. Donc, ouais, du coup, vu que ça nous appartient, si on veut en faire un truc autre, on peut. Et justement, par rapport à ça, on peut noter que sur votre stand, vous proposiez quelque chose de très très différent à chaque fois. C'est-à-dire que en termes de direction artistique, en termes de mécanique de jeu, est-ce que c'est une volonté de votre part à chaque fois d'explorer quelque chose de nouveau? C'est une question que j'aime bien aussi. Ou est-ce que au contraire, il y a un côté du là en fait on est allé là-dessus parce qu'on est allé là-dessus, mais autant rien ne nous empêche de revenir justement dans l'univers de Crapule pour faire autre chose? Je sais pas si on fait d'autres projets, je sais pas si on reviendra forcément sur cet univers-là en particulier. Mais en fait, c'est plutôt lié. Oui, effectivement, on a des choses différentes, mais je pense qu'on a des choses différentes aussi parce qu'on est plusieurs à faire les projets et qu'on n'a pas tous les mêmes affinités, goûts, etc. Moi, je sais que à chaque fois que je présente les projets sur lesquels j'ai travaillé, il y a une espèce de ligne de conduite directrice qui se dessine assez facilement.
Pareil pour sur les projets sur lesquels Greg travaille, donc Quintessence notamment. Et en fait, c'est ça qui fait que c'est un peu pluriel aussi, c'est parce qu'on a des visions différentes. Même si, bon, effectivement, il y a des choses assez connexes parce qu'on a des goûts en commun. Mais en fait, on fait pas vraiment, on réfléchit pas vraiment nos projets en se disant, ok, il faut qu'on ait un truc différent ou il faut qu'on ait un truc pareil. On fait vraiment ce qu'on a envie de faire. On se dit, ok, ça pourrait être cool. Est-ce que moi, j'aurais envie de jouer à ce jeu-là, oui ou non? Ok, je vais le faire ou je vais le réfléchir. Mais on n'a pas, en fait, notre ligne éditoriale, c'est nous. C'est juste nous ce qu'on aime faire et ce qu'on fait. Mais c'est vrai, hein, c'est juste vraiment ça, quoi. Et justement, par rapport à ça, donc vous êtes quatre qui venaient entre guillemets du même endroit en termes d'école, mais évidemment pas du même endroit dans la vie de tous les jours. La question existentielle, c'est qu'à un moment donné, comment est-ce que vous définissez les projets? Est-ce que vous en avez plusieurs en même temps et qu'en fait c'est juste vous en prenez un en disant on va pousser celui-là et on verra pour les autres? Ou est-ce qu'au contraire, les projets en fait se poussent en même temps et juste de voir lequel devient le plus abouti le plus vite? Comment est-ce que vous sélectionnez les projets en interne? C'est plus ou moins les uns après les autres. Après, Quintessence, c'est arrivé à peu près en même temps que Crapule, il me semble. Ouais, en fait. Mais parce que Quintessence, c'était plus long aussi à faire. Mais en fait, c'est que moi, j'avais fait un premier jeu tout seul. On a monté la boîte. Quand on a monté la boîte, j'étais en train de réfléchir à Crapule et Grégoire avait commencé à réfléchir à Quintessence. Donc ça, on l'a fait un peu chacun de notre côté. Maintenant, c'est vrai que, en fait, on arrive à comme tu dis, ta question est pertinente parce qu'on arrive à ce moment un peu charnière pour nous, en tant que maison d'édition, de se dire « Ok, il faut embrayer sur d'autres projets. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire etc. » Pour l'instant, c'est même pas organisé vraiment. On n'a pas forcément réfléchi. On a un projet, par exemple, tu vois, on est sur un autre jeu qu'on va sûrement sortir l'année prochaine, mais on n'a pas vraiment de limite. Si on est capable de produire 4 jeux par an et de les éditer, on les fait. Mais la limite qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt le temps et qu'on a y consacré et au développement et aux tests et aux illustrations, etc. Si on était très rapide, on pourrait sortir beaucoup de jeux. Après, il y a aussi le financement participatif, oui. Ça limite vachement, quoi. On peut pas faire 15 financements par an, quoi. Ouais, puis sinon, les gens qui nous suivent, ils nous auraient pas tout le temps. Il y a l'argent aussi. Si on n'a pas l'argent, on peut pas le faire, quoi. Parce que c'est quelque chose que vous faites à temps plein ou au contraire, vous avez d'autres projets à côté? On a d'autres choses à côté. Moi, à côté, par exemple, je suis coloriste de bande dessinée. Donc c'est comme ça que je gagne ma vie. Et les autres, ils ont ou un taf alimentaire ou d'autres choses à faire à côté. Ouais, on a tous des petites activités à côté. Comme a dit Alex, c'est pas. En fait, ça nous demande énormément de temps. Moi, je peux pas quantifier. Hein, je peux pas dire j'y passe 50% de mon temps, 60%. Ça nous demande du temps. Mais c'est un truc qu'on fait à côté, quoi. On a de la chance de travailler dans des secteurs assez indépendants. Donc on peut y consacrer du temps. En tout cas, on y arrive aujourd'hui. Je ne dis pas que ça sera tout le temps le cas. Mais pour l'instant, ça marche. En tout cas, c'est faisable. Le jour où ça ne le sera plus, soit on arrivera à on essaiera de se dégager des revenus avec ça, soit on fera différemment. Mais dans tous les cas, c'est un truc qu'on peut continuer de faire. Ce sera juste moins rapide, quoi. On le fera un peu plus lentement. Partenay, je sais qu'on arrive assez facilement à venir. Vu qu'on est 4, quand on fait des festivals, il y en a qui vont à certains, d'autres qui vont à d'autres. Je sais qu'avec Alex, récemment, on a été à Montaigu. On n'était que tous les deux parce que les autres n'étaient pas disponibles. Donc on arrive à faire des choses comme... L'avantage des Z4, c'est aussi ça aussi, qui fait que si on était tout seul ou deux, ce serait différent. Et vis-à-vis de cette organisation-là, c'est entre guillemets facile d'en tirer des revenus. Comment ça se passe en fait d'exister entre guillemets en petite maison d'édition sur le marché où on en a qui sont installés depuis des décennies déjà et qui occupent vraiment la place. D'autant plus que si vous n'avez pas de distributeur par exemple, ça change énormément de choses par rapport à ceux qui en ont. Comment est-ce que vous avez senti justement ce début d'existence et là encore aujourd'hui? Je réponds. Ouais, vas-y. Ok, c'est vaste comme question, mais c'est intéressant encore. En fait, nous, on a juste fait des jeux au début et on avait fait des projets de jeux et on voulait juste qu'ils existent. Donc on s'est dit, bêtement, hein, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un jeu existe? Un éditeur. Ok, les éditeurs, on a déjà envoyé... nous, on démarche parce qu'on est illustrateur aussi. Les éditeurs nous disent, ouais, on a 3 ans de planning, 2 ans de planning déjà, revenez. Et nous, on voulait pas attendre. Donc on a dit, on va le faire nous-mêmes. On a les compétences graphiques, on peut le faire. Donc on le fait nous-mêmes.
Donc on a commencé à le faire nous-mêmes. Et puis en fait, c'est un peu comme ça que ça s'enchaîne. Maintenant, tu dis, en fait, nous, on a un peu été, au début, on est beaucoup revenu sur les convictions et sur la façon qu'on avait de travailler. Parce qu'au début, on connaissait rien, en fait. On arrive, on fait nos jeux. Alors si, le seul truc qu'on connaissait, c'était faire des jeux et bien les dessiner. Parce que ça, c'est nos études, c'est ce qu'on a fait. C'est déjà bien. C'est ce qu'il faut déjà pour faire un bon jeu, tu vois. Mais tout le reste, on connaissait pas. Financer un jeu, produire un jeu. Donc en fait, on a appris sur le tas, on a essayé. Il y a des trucs qu'on a ratés, des trucs qu'on a réussi, des trucs qu'on faisait, qu'on a changé, des trucs qu'on fait, qu'on continue de faire. Et c'est un peu comme ça que ça évolue. Tu vois, par exemple, au début, on s'est dit, on va essayer de se débrouiller tout seul pour se distribuer. Donc on a les 2 premières années, on s'est débrouillé. Maintenant, on voit la limite. Donc là, on est vraiment en démarche de distributeur. On commence à prendre des contacts pour se dire, ok, maintenant, il faut qu'on distribue nos jeux parce que si on veut pouvoir dégager un peu plus de revenus, il faut qu'on en vende plus, en fait. Et un distributeur, tu peux pas vraiment t'en passer si tu veux vendre beaucoup de jeux, quoi. Ou alors, il faut que chez nous, il y ait un commercial à plein temps et c'est pas possible. Enfin, en tout cas, personne veut le faire parce qu'on a tous envie de faire des jeux et d'illustrer des jeux aussi, quoi. C'est normal. Donc voilà pour ça. Et du coup, tu mets ton doigt dans un truc, puis ton doigt il rentre un peu plus, et puis après il y a tout le bras, et au final au bout d'un moment t'es bloqué, tu peux plus sortir, enfin t'es pas bloqué, mais du coup t'as commencé et puis tu sais faire maintenant. Donc maintenant on a un peu cette casquette aussi d'éditeur. C'est vrai que c'est drôle parce que nous en plus ça a été assez vite quand même pour nous. Il y a 2-3 ans, on démarchait, enfin on continue de le faire pour d'autres trucs, mais on démarchait vraiment les éditeurs pour du boulot. Et maintenant, c'est nous qui recevons des books ou des demandes d'édition pour des jeux ou pour des illustrateurs. Donc, on s'est retrouvés hyper rapidement de l'autre côté. Du coup, voilà comment ça s'est fait. Et du coup, sur la question pécuniaire, c'est une question très délicate, mais oui, effectivement, un petit éditeur, je crois pas en connaître qui gagne sa vie en fait avec ça. Il y en a peut-être un ou deux. De faire vraiment un gros jeu dès le début, quoi. Ouais, ou alors d'avoir un gros succès, ça peut marcher. Je sais que, on les connaît un petit peu, mais Unfriendly Game, Nekojima, eux, ils ont eu un gros succès. Alors c'est pas leur premier jeu, c'est leur deuxième, mais voilà, ils ont eu un gros succès. Donc aujourd'hui, ils arrivent, je pense, je vais pas parler à leur place, mais je pense qu'ils arrivent à en vivre. Mais parce que voilà, ils vendent aussi beaucoup de jeux, leur jeu a très très bien marché. Mais non, en tant que petit moyen éditeur. Nous, ce qu'on a fait comme choix aujourd'hui, vu qu'on est multicasquette, c'est qu'on décide de plutôt se rémunérer sur la partie auteur-illustrateur que sur la partie éditeur. Vu qu'a priori, là, d'ici l'année prochaine, on aura tous participé au moins à un projet de la maison d'édition, nous 4 en tout cas, tous les 4, on arrivera à vendre les jeux et à se rémunérer en part auteur sur ces jeux-là. Donc nous, c'est pour l'instant comme ça qu'on a décidé de faire, donc comme ça qu'on risque de faire à l'avenir. Alors, on ne gagne pas des salaires complets, et c'est aussi pour ça qu'on a des activités à côté. Mais en tout cas, là, cette année, on va enfin pouvoir commencer à toucher un peu d'argent sur notre travail. Donc au bout de 2 ans de travail, donc ce qui est cool. On est content parce que c'est un peu un aboutissement. Avec Alex, on se disait, voilà, après le flip, là, vu que c'est assez rentable aussi pour nous, un événement comme le flip, on se dit, trop bien, on va pouvoir enfin toucher nos premiers euros. Ouais. Et enfin pouvoir acheter un costard avec notre première paye. non, on fera pas ça, mais voilà un peu l'idée, quoi. Parce que justement, ça allait être une de mes questions, c'est que vous parlez de financement participatif, donc c'est un moment où il y a une communauté qui se crée. Oui. Est-ce que cette communauté, vous la retrouvez justement sur des événements comme le Flip, ou est-ce qu'au contraire, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a une communauté alternative qui se construit justement avec le Flip, avec le questionnement de réunir justement ces 2 types de communautés? C'est pas les mêmes, je pense. Parce qu'à mon avis, il y a des gens qui nous financent, qu'on a dû rencontrer sur le Flip, mais je pense pas que la plupart des gens qui financent, ils viennent sur les festivals. Par contre, les gens qu'on rencontre au Flip, là ça fait la 2e année, on les a revus, on les voit à d'autres festivals, donc on commence à avoir des gens qu'on revoit souvent et qui viennent nous voir souvent. Mais à mon avis, oui, les financeurs et les gens qui viennent nous voir, c'est pas du tout les mêmes, je pense. Non, ouais, c'est pas forcément les mêmes, mais par contre, des fois, des gens qui financent se déplacent en festival, mais c'est vrai que c'est plutôt des minorités, je pense. Parce que le financement, c'est un truc un peu particulier. Il y a beaucoup de gens qui n'achètent que des jeux comme ça maintenant. Mais nous, c'est surtout dans une démarche plutôt de pouvoir imprimer nos premières productions. Après, là, un jeu comme Crapule, maintenant, il s'autorégule presque parce que on en a fait les premiers. Maintenant, c'est bon, avec les premiers qu'on a vendus, on a pu en refaire d'autres. Et puis, peut-être qu'avec les deuxièmes qu'on vendra, on peut en refaire d'autres.
Donc maintenant, pour ce jeu-là, en tout cas, c'est bon. Et je pense que ce jeu-là va aussi permettre d'en faire d'autres, etc. Donc on fera sûrement d'autres financements. C'est un peu parce que c'est pas facile, parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie aussi. Mais c'est une grosse rentrée d'argent. Et pour produire un jeu, en tout cas jeu de société, parce que tu parles aussi de jeux vidéo, c'est indispensable, parce que faire un jeu vidéo, ça demande beaucoup de temps. Faire un jeu de société, ça demande beaucoup d'argent, quoi. Donc c'est pas la même chose. Justement, je vais rebondir là-dessus. Donc, toi, Alexis, tu travailles côté jeux vidéo, un petit peu. Ouais, je fais ça un peu en temps libre. En temps libre. Alex, toi, tu parlais du fait d'être du monde de la BD. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, vous sentez une porosité, en fait, en termes créatifs, notamment, entre ce que vous faites à côté et justement Contrôle Zèbre Édition? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, vous avez senti ce truc-là d'apporter vraiment une espèce de porosité, en fait, entre guillemets, les différents métiers? Vas-y. Tu commences? Non, vas-y, toi. Ok. Déjà, avec la maison d'édition, on édite aussi des bandes dessinées. Mais pour la partie jeu, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils voient les visuels de Crapule, me disent que ça fait très bande dessinée ou que ça fait penser à Black Sad. En fait, on dit souvent Ouroute ou Black Sad. Bon, ça me va, parce que c'est des chouettes dessins. Mais oui, c'est vrai qu'en général, on sent bien l'apport de la BD, parce que souvent, en jeu de société, il y a rarement du line. Enfin, c'est beaucoup ou du painting ou des trucs beaucoup plus travaillés en couleurs. Et moi, mes couleurs, c'est assez des aplats ou du line, quoi. Et c'est vrai que ça se voit en termes d'expression des personnages et autres, que ça fait plus bande dessinée ou animation que jeu de société. De toute façon, c'est plus ce que je préfère faire. Donc, mais après, oui, comme je disais, dans la maison d'édition, on fait aussi la BD. Donc au final, le lien se fait naturellement, quoi. Oui, et puis si, comme nous on t'a dit, en fait, on fait ce qu'on aime, en fait, sur tout ça. Donc si on aime un truc, on va essayer de le faire, ou si on n'aime pas, si on n'aime pas, on les fera pas, tu vois. Mais oui, du coup, ça se lie forcément. Et nous, je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on se démarque un peu, c'est que vu qu'on fait ce qu'on aime, on fait pas ce qui se fait déjà. Donc c'est aussi, je pense, pour ça que beaucoup les gens s'arrêtent sur notre stand, discutent avec nous, aiment aussi nos jeux. C'est parce que ça va peut-être te paraître bizarre, mais en tant qu'auteur de jeu, je ne suis pas un gros joueur. Alors, pareil pour moi. Je joue beaucoup à Magic, c'est peut-être le seul jeu que je saigne vraiment beaucoup. Mais sinon, des jeux de société, allez, à tout péter, j'en ai une vingtaine chez moi, c'est tout, quoi. Et je joue très très peu, parce que j'ai pas le temps. Et je joue plus. Moi, je suis plus dans le jeu vidéo, je lis plus des BD. Enfin, ce que je vais faire en loisir, ça va plutôt être ces choses-là. Et ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que, quand tu parles de porosité, en tout cas pour le jeu vidéo et le jeu de société, pour moi, c'est pas la même chose, mais quasiment, en fait. La seule nuance, c'est le scope de création sur un jeu vidéo et sur un jeu de société, même si aujourd'hui, de plus en plus de jeux vidéo deviennent des jeux de société et inversement. Donc, en fait, la frontière elle est hyper fine. Il y a des trucs que tu peux pas faire en jeu de société que tu peux faire en jeu vidéo, et l'inverse aussi. Donc, en fait, c'est un peu presque pareil. Et en fait, on s'en rend compte aussi sur les publics. Maintenant, ça évolue vachement depuis le Covid. C'est qu'en fait, les gens qui jouent à des jeux vidéo jouent aussi à des jeux de société, et l'inverse est aussi vrai. Et en fait, justement, moi, dans les jeux que je fais, je glisse beaucoup des références, des trucs même visuels ou même pas forcément, juste en termes de scénario ou quoi. Et les gens le voient, en fait. Et c'est parce que ces gens-là, c'est les mêmes gens que moi, en fait, qui jouent peut-être pas aux jeux vidéo, aux jeux de société, mais qui jouent aux jeux vidéo. Et du coup, en fait, les publics sont très proches. Et c'est ça qui fait que moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Par rapport à la porosité, c'est que oui, c'est très lié. On pourrait presque faire... on parlait de Root juste avant. Eux, ils ont fait de leur jeu de société un jeu vidéo. Et je crois qu'ils vont... Ils ont fait un jeu de rôle aussi. Ils vont faire plein de choses. Tous déclinent. Et c'est très drôle aussi parce que Vermine, tu vois, j'ai des étudiants rennais qui m'ont contacté en gros, c'est leur projet d'études et ils veulent, je sais pas si ça se dit, mais jeux vidéoifiés des jeux de société. En gros, c'est vraiment genre, t'as un jeu, un peu comme Root, ce qu'ils ont fait. Et en fait, ils voulaient le faire avec Vermine. Donc, moi, je leur ai dit, ok, c'est un projet d'études, donc si ça marche bien, peut-être ils en feront quelque chose de concret. Mais eux, c'est leur délire de dire, on prend des jeux de société et on en fait des jeux vidéo, quoi. Et justement, forcément, la question qui suit, c'est est-ce que les jeux de société sur lesquels vous avez travaillé, est-ce qu'à un moment donné, Contrôle Zèbre va éditer un jeu vidéo, quand bien même on est très 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 loin du même métier finalement
que l'édition de jeux de société. Ouais. C'est un peu plus compliqué. Ouais, Parce que là, il faudrait des développeurs, des trucs comme ça. Quoi. Non, pour l'édition, t'es Ah ouais. pas obligé forcément. En fait, tu peux juste prendre un jeu qui existe et dire Ah oui, on ok. l'édite. Et tu mets ton label. Il y a dessus. Goblins qui font vachement ça dans le nord de la France. C'est juste des éditeurs de jeux vidéo. Du coup, c'est Luc qui m'a parlé d'eux aussi un peu. Oui. Donc, c'est pas prévu avec Control Z Édition. Nous, on va se concentrer surtout sur ce qui s'imprime en fait. Parce que c'est ce qu'on aime en premier, c'est ce qu'on sait faire aussi. Donc, tout ce qui va être livres, jeux de société, dérivés de genre posters, affiches, machin, tout ça, on le fait déjà un peu. Mais après, voilà, comme je t'ai dit, Vermine, peut-être qu'il finira en jeu vidéo. Tu vois. Enfin, en tout cas, ils vont en faire un projet d'étude, ça va exister. Est-ce que ce sera commercialisé, j'en sais rien, mais au moins ça existera. Donc nous non, mais par des intermédiaires, je pense, moi en tout cas en tant qu'auteur et en tant qu'ayant droit, ça me dérangerait pas. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas fermé si quelqu'un veut faire un jeu Ouais. crapule. Si quelqu'un veut dev crapule en jeu, alors c'est très limité parce que c'est quand même beaucoup basé sur la communication. On remarque maintenant avec Discord et tout, on pourrait, mais c'est vrai que un bon jeu d'influenceur, on n'est pas fermé. On n'est pas fermé, mais nous, en tout cas, en termes de compétences, on les a pas, et c'est pas des sous qu'on mettra pour développer ça, quoi, en tout cas. Et justement, on parlait avant l'interview des Game Jam, donc des défis de création de jeux en temps très limité, notamment la Global Game Jam à laquelle je prends moi-même part. Est-ce qu'à un moment donné, vous voyez tester des concepts ou juste aller en game jam, jeu de société par exemple, pour dire tiens on va voir ce qu'il en sort, ou est-ce que vraiment justement, puisqu'on reste un peu aussi sur le thème de la porosité, c'est quelque chose d'à côté en disant non les game jam on fait ça sur notre temps libre, relax, et justement les jeux par contre sur lesquels on travaille, ça c'est autre chose. Moi à titre perso, oui c'est le cas, c'est scindé, c'est-à-dire que je mélange pas forcément ce que je fais en jeu vidéo et en game jam à ce que je fais avec la maison d'édition. Après, des liens peuvent se faire, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Est-ce que nous, on irait chercher des jeux, par exemple, en Game Jam, pour les éditer ? En fait, pour l'instant, non, parce qu'on a assez d'idées pour... Franchement, je pense qu'à 4, on arrive facilement à trouver des idées pour faire des jeux au moins un par an. En tout cas, avec le rythme qu'on a, on a assez d'idées pour se débrouiller. Si demain on voit qu'on est obligé, qu'on doit accélérer parce que voilà, faut faire plus de sorties, machin, etc., ou qu'on n'a plus trop d'idées, ouais, peut-être qu'on ira chercher des idées ailleurs. Je sais pas si ce sera spécifiquement en Game Jam, mais oui, on n'est pas, en tout cas, fermé à l'idée. Mais pour l'instant, on va dire dans un avenir à moyen terme, on n'en a pas le besoin parce qu'on a assez d'idées nous-mêmes à 4 du coup pour faire des choses sans aller chercher ailleurs, quoi. Et pour votre prochain jeu, vous vous sentez comment ? Serein ? Angoissé ? Moi, je bosse pas dessus, donc Ouais. moi, ça va. Moi, c'est tranquille. Alex n'est pas dessus, on est à 3 dessus avec Grégoire et Aurélien qui sont pas là, du coup, qui sont partis ouvrir le stand. Non, en fait, le flip cette année, on a le proto, on l'a un peu fait tester déjà, mais c'est vraiment le premier retour public qu'on a, en fait. Donc le jeu, il est vraiment aux prémices. Même si Aurélien, étant très très motivé, c'est lui qui illustre le jeu, a déjà fait beaucoup d'illustrations. Donc pour les gens, c'est cool parce qu'ils ont un proto qui est finalement assez proche visuellement de ce qui sera à la fin. Même s'il manque encore des choses, évidemment, mais ça reste assez poussé pour un proto. C'est pas juste des bouts de papier écrits, même s'il y en a. On est encore vraiment au début du développement. On a une base assez solide, je pense, qu'il faut qu'on retravaille. Mais comme je te dis, je sais pas si on te l'avait dit, mais le jeu sortira sûrement l'année prochaine. Il y a de très fortes chances qu'on respecte je me mouille pas beaucoup en disant l'année prochaine, mais ça sera sûrement dans l'année prochaine et il y a très peu de risques qu'on le sorte après 2025, quoi. Donc peut-être au flip l'année prochaine il sera déjà sorti, ou alors il sera pas loin d'être sorti, je pense. Oui, comme pour Quintessence. Ouais, De toute façon, on essaie toujours d'avoir Quintessence. un jeu nouveau à présenter. On essaye d'avoir une nouveauté par an, même si là, cette année, Crapule et Quintessence, on l'avait déjà l'année dernière, mais Quintessence n'était pas encore financé l'année dernière. Donc c'était un proto, comme là, on a le nouveau jeu qui est un jeu sur les magiciens. On appelle ça Magicien pour l'instant. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom pour l'instant. Donc Quintessence était un peu au stade où est Magicien cette année. Et là, Quintessence sort cette année, donc ça nous fera... L'année dernière, on avait Crapule qui sortait, et cette année, on a Quintessence, et l'année prochaine, on aura Magicien. Et après 2026, on a encore le temps de réfléchir. Mais voilà.
Après, peut-être l'année prochaine, on aura une deuxième idée qu'on arrivera à faire vite. On aura peut-être 2 jeux, on n'en sait rien. Pour l'instant, on n'a qu'une sortie prévue. Et ce sera déjà bien, si on arrive à la faire. En tout cas, merci beaucoup, Alex et Alexis. Ouais, Merci à toi. merci à toi. Et puis, on verra l'avenir pour Contrôle Zèbre Édition. Carrément. Avec grand plaisir. Et puis, pour vous retrouver derrière le micro. Ouais, carrément. De même. Avec L'année plaisir. prochaine, si t'es encore par là. Salut. 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 Donc, on espère avoir très bientôt des nouvelles de Contrôle Zèbre Édition. En tout cas, nous, on aura l'occasion de discuter de leur jeu, puisque notamment Crapule aura l'occasion, je pense, de sortir pas mal de fois sur les tables. Et puis, en attendant, je vous souhaite une superbe fin de journée. À bientôt.